monsieur. Bonjour, donc on m'a demandé de faire 50 ans d'histoire de l'assainissement en 15 minutes, donc c'est compliqué. Donc ce que je voulais dire, c'était ceci, c'est-à-dire que si la station d'épuration est mise comme un maillon de l'économie circulaire, il faut voir que la station d'épuration, c'est un maillon du système d'assainissement, mais aussi un maillon du petit cycle de l'eau, et qu'en définitive, la station d'épuration n'existe qu'à travers un certain nombre d'équipements qui se trouvent notamment à l'amont. Vous pouvez voir que vous avez donc des usines, des réseaux. Ces réseaux arrivent, des réseaux d'eau potable qui arrivent dans la maison, et puis vous avez donc des branchements, un réseau de transport et des stations d'épuration qui se trouvent donc au bout. Donc effectivement, les linéaires de réseau d'assainissement qui sont affichés là montrent effectivement la grande importance du linéaire de réseau qui sont sous nos pieds, souvent on oublie, et pour voir que ces stations d'épuration qui fonctionnent aujourd'hui pour épurer 55 millions d'habitants. Ces stations d'épuration, je vais vous rajouter également que les réseaux d'assainissement collectent une partie du temps de pluie et que nous avons chacun d'entre nous, au moins sur le bassin Seine-Normandie, 100 mètres carrés de surface active, c'est-à-dire de surface totalement étanche. Et donc, quand on récupère l'eau de pluie, elles peuvent aller effectivement dans le réseau. Et à ce niveau de la discussion, je crois qu'il ne faut pas oublier de mentionner qu'on peut avoir des mauvais branchements, qu'on peut avoir des déversements de réseaux d'assainissement qui font qu'une partie de la pollution échappe au système qu'est la station d'épuration. Bien évidemment, en parallèle, je crois que c'est le moment de mentionner que nous avons quand même en France 11 millions d'équivalents habitants. Il y a 4,8 millions d'installations unifamiliales. Et c'est un pourcentage relativement important en Europe. Et que la partition qui existe entre l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif est basée sur des études de zonage qui sont faites en utilisant les coûts et l'environnement comme moyen de partitionner entre ces deux types d'assainissement. Alors, la valeur à neuf du patrimoine, telle que je l'ai évaluée, eh bien, on peut s'apercevoir que nous avons à peu près 260 milliards d'euros de patrimoine neuf, valeur du patrimoine neuf, et ce qui revient à peu près à 4 000 euros par habitant. Vous voyez ici tout le poids qu'a les réseaux d'assainissement, qui est, j'allais dire, majoritaire dans les investissements de l'assainissement collectif. Alors, plus précisément sur les stations d'épuration, au jour d'aujourd'hui, nous en avons à peu près 20 000 en France. Et sur ces 20 000 stations d'épuration en France, elles ont une capacité cumulée de 100 millions d'équivalents habitants. Ce que l'on peut dire, quand même, c'est que si on prend toutes les stations d'épuration inférieures à 2000 équivalents habitants, elles ne représentent que 8% de la capacité épuratoire. Donc il y a quand même un nombre important de très petites stations d'épuration qui vient à la typologie de l'habitat en France. On a plus de communes que toute l'Europe entière, donc on a énormément de petites stations d'épuration. Et ces stations d'épuration sont faites pour quoi? Elles sont faites pour traiter, si on veut faire vite, le CHOMPS. Le CHOMPS, en fin de compte, c'est quoi? C'est une vision ramassée de ce qu'est la pollution et que traitent les stations d'épuration. Elles traitent les éléments suivants: le carbone, l'hydrogène et l'oxygène qui représentent la pollution organique et qui sont vus à travers les paramètres des BO/DCO, l'azote et le phosphore. Et puis j'ai mis le S pour les odeurs, puisque c'est un élément quand même relativement important dans l'acceptabilité sociale des stations d'épuration. On traite ce CHOMPS pour, en fin de compte, éviter l'anoxie des rivières, c'est-à-dire la disparition de l'oxygène dans les rivières liées au rejet organique, et puis l'eutrophisation, donc les proliférations algales. Voilà ce que font les stations d'épuration françaises. Elles ne traitent pas les métaux, elles ne traitent pas les perturbateurs endocriniens, elles ne sont pas faites pour traiter les résidus médicamenteux, voire les microplastiques, les nanoparticules et que sais-je. Alors, on ne peut pas faire de l'épuration sans mettre quelques jalons. Je tiens à dire que, par rapport au petit film d'ailleurs que j'ai vu, qu'il y a 102 ans maintenant, donc il y a une centaine d'années, premier brevet déposé par Ardennes et Lockheed sur la boue activée. Donc, vous voyez, ça date à peu près d'un siècle. Ensuite, précédemment, si vous voulez, vous aviez quand même le français Mouras qui avait inventé la fosse septique, parce que cette fosse septique était destinée à retenir les matières avant le rejet à l'égout pour éviter les dépôts, pour éviter les bouchages.
Et puis, c'est quelques années plus tard que l'anglais Cameron a appelé ça septic tank. Mais bon, la paternité, si vous voulez, de l'invention de la fosse septique, c'est le français Mouras en 1881. Les agences de l'eau ont une cinquantaine d'années. Et puis, je crois qu'on ne peut pas oublier que la directive aux résidus urbains qui nous a conduit quand même ces dernières 25 années, eh bien, est quand même relativement important et qu'elle nous a donné, si vous voulez, un coup de fouet pour obtenir, si vous voulez, des stations d'épuration performantes d'un point de vue performance environnementale. Alors, bien évidemment, il s'est passé des choses depuis les premières stations jusqu'aux stations d'aujourd'hui. Vous voyez le lit bactérien du dessus, c'est une station du bassin de Seine-Normandie de 1926. Et puis, quand on compare avec ce qui se fait maintenant, ben, on voit qu'il y a quand même une évolution relativement importante, puisque les stations d'épuration, parfois importantes, se trouvent dans le tissu urbain. Et puis, on essaye d'intégrer les stations d'épuration pour les rendre intégrées vis-à-vis de la population ou acceptables vis-à-vis d'elle. Alors, l'évolution des stations d'épuration en fonction des paramètres traités. Au départ, on a axé l'intervention des stations d'épuration sur le traitement du carbone et de l'azote ammoniacal, parce que ces produits rejetés dans le milieu consommaient de l'oxygène dans la rivière. Et puis après, on s'est attaqué à la dénitrification imposée par la réglementation européenne et le phosphore pour traiter notamment l'eutrophisation. Et quand on regarde l'évolution de la taille des stations d'épuration dans le temps, on s'aperçoit qu'à travers des premières stations d'épuration qui occupaient à peu près, j'allais dire, de quelques mètres carrés au départ, eh bien, vous avez des temps de séjour qui ont considérablement augmenté, notamment pour traiter biologiquement l'azote des stations d'épuration. Et donc, à partir de ce constat-là, bien évidemment, enfin, ce constat, vous le voyez ici sur la station de Caen. Vous voyez entre 1973 et 2013 l'ampleur, l'emprise au sol de la station d'épuration, ce qui se traduit effectivement notamment par une augmentation. Donc la prise en compte de l'azote est une augmentation de la surface des ouvrages, mais aussi des réactifs, des boues et donc des coûts. Donc les stations de l'assainissement coûtent de plus en plus cher dans le prix de la facture d'eau, quoi. Alors, bien évidemment, à partir du moment où les stations d'épuration prennent de plus en plus de place, eh bien, il se développe tout un tas de technologies pour conduire à la compacification entre guillemets, de ces stations d'épuration. C'est pour ça qu'un certain nombre de technologies ont été développées pour essayer de les rendre plus compactes. Alors, la station d'épuration classique, c'est la station d'épuration boue activée. C'est un peu la base. Vous avez des bactéries qui mangent la pollution et puis que l'on sépare dans un clarificateur ici. Donc ici, on a un mélange de l'ensemble. On remet les clients dans la station d'épuration, puis on a des boues qui sont extraites. Et alors, pour compacifier une station d'épuration, on a plusieurs moyens. C'est de changer complètement de dispositif, ce qu'on appelle les biofiltres, ou alors on a une autre technologie, c'est de dire on va supprimer le décanteur qui occupe une place importante et on va mettre en place un autre système de séparation, notamment c'est les bioréacteurs à membrane, où à travers une séparation gravitaire, on va mettre une séparation physique. Vous avez une autre disposition qui consiste à dire on va mettre des supports dans les boues activées pour essayer d'accrocher des bactéries de manière à modifier la station d'épuration et à la rendre plus performante dans un espace plus réduit. C'est ce qu'on appelle le MBBR, Moving Bed Biological Reactor. J'y peux rien, c'est les termes consacrés. Et puis, il y a une autre voie qui consiste à empiler l'un sur l'autre le clarificateur et le bassin de boue activé, de manière à créer un dispositif où vous avez, dans le même bassin, vous faites les deux fonctions. Voilà. Et ça s'appelle le sequencing batch reactor, c'est-à-dire on passe d'un dispositif où vous avez des fonctions différenciées dans l'espace et après les fonctions sont différenciées dans le temps. Très rapidement, voilà ce que donnent les dispositifs type biofiltre. Les biofiltres, c'est des dispositifs qui sont compacts, les bactéries ne sont plus libres, elles sont accrochées sur des supports, ce qui permet d'avoir des installations compactes qui peuvent être couvertes ou installées dans des espaces limités. Vous avez les bioréacteurs à membrane. Alors, les bioréacteurs à membrane, pour ceux qui n'en ont jamais vu, mais je pense que beaucoup dans la salle les connaissent, c'est de supprimer le clarificateur pour faire passer les eaux à travers des membranes qui peuvent être des plaques ou qui peuvent être des spaghettis tenus en haut ou pas tenus en haut, comme on veut, de manière à faire une séparation physique
l'eau passant à travers la membrane est récupérée et les boues qui sont mélangées avec l'eau restant dans le bassin. Ça permet d'avoir des installations compactes mais qui sont sensibles au débit. Les MBBR, ben vous avez ici des exemples de supports qui sont mis dans des stations d'épuration. Vous voyez que vous avez un élément ici qui est le filtre, qui est très important parce qu'il ne faut pas que les supports qui sont mis dans les bassins passent après dans le clarificateur, et vous n'avez en règle générale plus de recirculation, bien que dans un certain nombre de cas, il est maintenu. Et puis la dernière solution qui illustre, ben c'est ce que je disais, les SBBR. Vous avez un bassin où vous avez une phase d'alimentation, une phase d'aération, une phase de décantation, une phase d'élimination des boues, et vous avez des pelles qui reprennent l'eau. Voilà. Donc, vous avez également des procédés qui sont atypiques. Vous avez ici le procédé dit Organica, qui consiste à avoir des solutions un peu classiques d'épuration, mais dans lequel on a mis des plantes au-dessus, en espérant que les racines aillent améliorer les performances du traitement lorsqu'elles sont immergées dans l'eau. Et puis, dernièrement, entre la steppe et son rejet dans la station d'épuration, on a inséré entre les deux des dispositifs qu'on appelle zones de dispersion végétalisée ou de rejet végétalisé ou zone tampon ou corridor harmonique, on met ce que l'on veut comme terminologie, qui est un dispositif, on va y arriver, qui est un dispositif ici où on espère, enfin, qui n'a pas généralement de fonction véritablement affichée en termes d'épuration et de contractualisation. On espère que, si vous voulez, on a une sécurisation ou un traitement complémentaire qui reste quand même à démontrer. Je pense qu'il y a des études qui s'en préoccupent actuellement. Donc, globalement, quand on regarde au fur et à mesure des années comment s'est évoluée la taille des stations d'épuration, eh bien, on s'aperçoit que l'emprise au sol donne une forme comme ça, c'est-à-dire on n'avait rien, on a mis des fortes charges, on a mis des faibles charges qui ont rendu les stations, on a mis des procédés compacts, maintenant on met des procédés de dispersion. Alors, pour la petite histoire, si vous voulez, globalement, c'est une forme de poisson, hein, tout ça, et on voit bien ici que vous avez la station d'épuration qui est là, mais vous avez tout le dispositif qui prend énormément de place, qui vise à apporter un traitement complémentaire, une zone tampon entre la station et le rejet direct dans le milieu naturel. Alors, le constat de tout ça, c'est qu'on a l'eau potable et l'assainissement, et que dans la facture d'eau, au jour d'aujourd'hui, le prix de l'un vaut à peu près le prix de l'autre. Au niveau des consommations électriques, on s'aperçoit qu'elles sont à peu près du même ordre de grandeur, légèrement supérieures pour l'assainissement. Ça représente à peu près une 70 kWh pour l'assainissement. Et vous voyez que c'est 0,8% des émissions d'électricité en termes d'équivalent CO2, ce qui est assez faible, et que vous avez une émission totale de CO2 d'un habitant qui est de 5 tonnes. Ça vous donne quand même l'écart qu'il y a, si vous voulez, entre les émissions totales et la consommation électrique des stations d'épuration. Et puis un autre constat, c'est que globalement, on rejette à peu près 55 m3 d'eau usée domestique, et qu'il y en a 11 qui proviennent des toilettes. Et ces 11 qui proviennent des toilettes, eh bien, vous voyez qu'elles représentent 20% du volume, mais 80% de la pollution des nutriments. Et même les urines, c'est 1% du volume. Donc ça peut donner des idées pour dire, au fait, faut-il les mettre dans les réseaux d'égouts? Est-ce qu'on peut les valoriser dans la mesure où elles contiennent une grande partie des nutriments? Remarquez, elles contiennent aussi une grande partie des résidus médicamenteux. Alors, quels sont les éléments de contexte? La réglementation des rues. Moi, je voudrais rappeler qu'on a quand même vécu la DRU, ça fait 25 ans. Fin 2011, en 2013, on a réussi à supprimer le contentieux européen, et qu'il y a énormément, si vous voulez, de textes qui visent à favoriser maintenant la réutilisation des sous-produits de l'assainissement. Je mentionne malgré tout, par rapport à ce qui s'est dit dans les avant-propos, que les minerais phosphatés en 2014 font partie de la liste maintenant au niveau européen des produits stratégiques, et que donc il est important de voir ce que l'on peut faire avec ces stations-là, mais il faut quand même épurer les eaux, et épurer les eaux à travers la directive européenne, ce sont des performances, ce sont des contentieux potentiels. Le changement climatique, vous voyez qu'au niveau du changement climatique, eh bien, une grande partie du bassin Seine-Normandie à Dour-Garonne vont avoir des débits qui vont considérablement baisser, et même l'amont du bassin RMC.
Et donc, vous avez une baisse des nappes, une baisse du débit des rivières, donc les performances épuratoires risquent d'être difficiles à atteindre pour obtenir le bon état. Les consommations électriques et les réactifs, on en a parlé. Quant aux gaz à effet de serre, ça, on en parle relativement peu, puisque tout le monde fait des bilans sur l'eau. Je pense qu'il serait intéressant de faire des bilans sur l'air qui sort des stations d'épuration, dans la mesure où le N2O, enfin, ce gaz hilarant, n'est pas si marrant que ça, parce qu'en définitive, il est 310 fois plus impactant que le CO2. Et puis la rareté des ressources, eh bien, les déchets sont des mines du XXIe siècle. Hein, Daniel Fréot, PDG de Veolia, l'a dit. Antoine. Comment ? Antoine. Antoine ? J'ai mis Daniel ? Ouais. Bon, c'est bien. C'est pour voir. Il vous reste une minute. Une minute, je vais y arriver. 80% de l'azote de notre corps vient du procédé à Haber-Bosch. Alors, le procédé à Haber-Bosch, c'est l'art et la manière de faire de l'engrais avec du N2, alors que dans les stations, on fait à partir du NO3 du N2. Donc, d'un point de vue réflexion, ça pose un problème. Et puis, le phosphore, on a dit que c'était une ressource limitée. Parce que, et puis, il n'y a que quelques pays qui en disposent, et puis, il n'y a pas de substitut. Alors, où agir ? Le modèle de fonctionnement du petit cycle est assez linéaire, hein, extraire, fabriquer, jeter, et je pense qu'il faudrait commencer à recirculariser, parce qu'avant, on ne réutilisait quand même. Donc, on revient aussi à la réutilisation des composés dans l'eau. Alors, l'eau, on l'a dit, hein, ça contient de l'eau, de la pollution organique, des nutriments, des calories, de l'énergie potentielle, mais aussi des matières. Et puis, eh bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met de l'énergie, on met des réactifs chimiques, on met de l'air, on a des gaz qui en sortent, et puis on ne fait forcément pas grand-chose. Et il y a un certain nombre de paramètres, d'actions qui peuvent être faites au niveau des réseaux, au niveau des stations, au niveau des boues, au niveau de l'eau de sortie, à différents éléments. Je n'en ai pas pour longtemps. Hein, non, vraiment, on conclut là. Oui. Donc, les actions qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est les réactions de réduction à la source. Je voulais dire, quand même, dans un transparent, qu'on utilise de moins en moins d'eau, donc on a une baisse des consommations d'eau, que l'azote commence à baisser au moins dans le rejet des habitants parce qu'il y a une baisse protéinique. Quant à la baisse du phosphore, elle a été amorcée depuis longtemps dans les stations d'épuration, notamment à travers la baisse l'interdiction du phosphore dans les produits lessiviels pour le linge, et qu'au 1er septembre 2007, ça va être encadré pour le phosphore contenu dans les produits lave-vaisselle. Alors, voilà, pour terminer, si vous voulez, la station d'épuration qu'on s'appelle STEP, qui s'appelle STE, eh bien, il y a de l'eau polluée, des réactifs, des gaz, qui s'échappent de l'eau dépolluée, des déchets et des boues. En fin de compte, au jour d'aujourd'hui, il va falloir la modifier pour en faire une production d'énergie, d'eau utilisée, des produits, des engrais, de l'eau polluée, et un concours de l'ASTE avait essayé de changer le nom STEP, et il en était resté CIREV. Donc on peut déjà rêver. Et je pense qu'on peut tirer parti aussi du patrimoine bâti de la surface disponible, voire faut-il apporter des produits extérieurs à la station d'épuration. Le dernier transparent, c'est celui-ci. Vous voyez ici les digesteurs du SIAP, et vous voyez qu'on a tendance à vouloir faire des carburants, donc ligne biogaz, mais les Anglais, si vous voulez, sont plus, d'un point de vue communication, mentionnent très rapidement à quoi roule le bus, si vous voulez. Moi, je voudrais quand même rajouter que derrière tout ça, vous avez, dès que vous faites de la digestion, des retours, et ça, on l'oublie souvent. Excellent. Donc, l'azote qui était dans les boues retourne en tête, et donc, si vous le remettez dans la station, ça va vous faire dépenser de l'électricité en plus. Donc, il faut aussi être critique sur ce que l'on fait. Et voilà ce que peuvent... Je crois qu'il faut aussi essayer de regarder ce que font les autres. Vous avez des procédés qui sont mis en place, si vous voulez, à Hong Kong sur les boues, vous avez de l'osmose inverse. Vous avez des stations en Jordanie qui réutilisent l'eau, qui utilisent l'énergie potentielle. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites à ce niveau-là, et donc je vous remercie. Merci beaucoup.